Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va se poser la question, est-ce que c'est intéressant de s'installer à l'étranger pour payer moins d'impôts? Que ce soit en perso, pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, est-ce que c'est intéressant de domicilier notre société à l'étranger afin d'essayer de payer un petit peu moins d'impôts? On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va se poser la question aujourd'hui de savoir est-ce que c'est avantageux de s'installer à l'étranger, de se faire résident fiscal dans un autre pays afin d'optimiser notre fiscalité, que ce soit en perso, mais aussi peut-être domicilier notre société à l'étranger pour essayer de gagner un peu d'argent sur notre fiscalité. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les choses que j'ai apprises tout au long de mon parcours afin de vous faire gagner du temps et de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager avec cette personne. C'est comme ça qu'on pourra toucher et aider un maximum de monde. Alors sans plus tarder, on va se poser la question de savoir si c'est intéressant de s'installer à l'étranger, de se faire résident fiscal dans un autre pays afin de payer moins d'impôts en perso ou alors peut-être de domicilier notre société dans un autre pays afin de payer moins d'impôts ou alors peut-être même de faire les deux. Alors une première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'administration fiscale en France, si vous faites un montage et que le seul but de ce montage est de faire de l'optimisation fiscale, ils voient ça d'un très mauvais œil. Alors on est dans un état de droit où on a la présomption d'innocence et là, l'administration fiscale, elle prend plutôt ce principe-là à rebours, c'est-à-dire qu'on est plutôt coupable de faire ce type de montage d'optimisation fiscale. Le but de l'administration fiscale, c'est de prouver qu'un tel montage n'a qu'un seul but, c'est de l'optimisation fiscale. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut avoir une raison tout de même, hors de la simple recherche d'optimisation de notre fiscalité. Il faut avoir autre chose qui justifie le fait d'aller s'installer à l'étranger ou de domicilier sa société à l'étranger. Sinon, on peut tomber dans le viseur de l'administration fiscale et ça, on aimerait bien l'éviter. Alors d'abord, on va commencer en perso. Comment ça se passe? Vous êtes particulier, que ce soit entrepreneur ou pas, et vous vous dites, voilà, j'en ai ras-le-bol de payer mes impôts en France, j'aimerais payer mes impôts dans un autre pays où c'est peut-être un peu plus intéressant. Alors comment ça se passe? Il y a la notion de résident fiscal. Pour ça, aujourd'hui, on a des accords avec l'OCDE et cette notion de résident fiscal, bien sûr, change de pays en pays, mais il y a quand même une harmonisation qui a été faite. Et l'idée, c'est la plupart du temps, c'est de vivre au moins la moitié de l'année dans ce pays-là. Donc si vous êtes entre deux pays, ça peut être une solution. Et au regard de l'administration fiscale, si vous passez la moitié de votre temps en France et l'autre moitié ailleurs, eh bien, vous pouvez justifier, si vous passez un peu plus de la moitié de l'année dans cet autre pays, le fait de demander à être résident fiscal de ce pays-là parce que vous y vivez. Et donc, on y revient à la raison qui fait que vous êtes résident fiscal de ce pays, c'est parce que vous y passez plus de temps qu'en France et ce n'est pas juste pour de l'optimisation fiscale. Donc en principe, vous êtes tranquille au niveau de l'administration fiscale. Sinon, les accords de l'OCDE concernant la résidence fiscale, c'est d'avoir son foyer, sa résidence permanente dans un pays. Ça veut dire que vous y vivez. Ça peut être également si on y réside de façon habituelle, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours, mais on a de façon habituelle notre résidence là-bas. Alors bien sûr, dans les détails, à chaque fois, c'est défini dans les conventions fiscales entre deux pays. Il faut aller chercher vraiment, si vous voulez aller dans le détail, ou vous faire conseiller, mais ça vous donne les grands traits. Et la troisième chose, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si on n'arrive pas à déterminer où est-ce que vous vivez la plupart du temps, ou où est votre résidence habituelle, eh bien ça va être votre nationalité. Bêtement, la plupart du temps, si les pays n'arrivent pas à justement se mettre d'accord, eh bien vous allez payer vos impôts dans le pays dont vous avez la nationalité tout simplement. Si vous êtes un nomade digital, ça peut être intéressant de vous poser la question, où est-ce que je passe le plus clair de mon année et est-ce que je pourrais peut-être pas être résident fiscal de ce pays-là? La plupart du temps, c'est possible. Il faut voir bien entendu les conventions fiscales entre votre pays d'origine et le pays où vous passez le plus clair de votre temps. On va prendre quelques exemples.
admettons, moi au tout début avant de lancer mon activité, j'avais plusieurs idées de me dire je vais peut-être installer ma société au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande. Et donc j'avais comparé différentes choses et j'avais un ami qui justement est transfrontalier avec le Luxembourg. Et donc pour que vous compreniez comment ça se passe, je pense que c'est un bon exemple. Donc prenons le cas numéro 1 où on a une personne A qui est française et qui vit au Luxembourg et qui est payée par une société basée au Luxembourg, donc son salaire est luxembourgeois. Dans ce cas-là, même si elle est française, eh bien, elle est installée et touche un salaire au Luxembourg, elle va être résidente fiscale au Luxembourg. Par contre, on va prendre l'exemple de la personne B. La personne B, elle fait l'aller-retour tous les jours. Elle vit en France, elle est française, elle fait l'aller-retour tous les jours, elle va travailler au Luxembourg et elle touche un salaire luxembourgeois. Eh bien, dans ce cas-là, elle est résidente fiscale française parce qu'elle vit en France. Et donc, la France va prendre des impôts sur l'argent qui a été fait au Luxembourg. Troisième cas de figure, ça peut être aussi cette personne C, la troisième personne, elle passe sa semaine au Luxembourg, elle travaille au Luxembourg, elle a un salaire luxembourgeois et elle revient le week-end pour vivre avec sa famille, ses enfants, sa femme. Et bien dans ce cas-là, l'administration fiscale va considérer une fois de plus que vous êtes résident fiscal français car votre résidence permanente est ce qu'on appelle fiscalement votre centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire où est installée votre famille, où sont scolarisés vos enfants, eh bien c'est en France et donc à ce moment-là, vous allez être résident fiscal français. Donc ça, c'est pour la partie perso. Mais ensuite, si on a une société, eh bien on peut se poser la question, est-ce que je la domicilie à l'étranger? Est-ce que ça peut être plus intéressant parce que le taux d'impôt sur les sociétés peut être plus intéressant? Alors pareil, moi quand j'ai commencé, comme je vous le disais, j'avais considéré peut-être domicilier ma société au Luxembourg ou aux Pays-Bas ou alors en Irlande. On va comparer un peu aujourd'hui les taux d'impôt sur les sociétés parce qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais il a été dégressif. Macron a tenu sa promesse là-dessus. Et depuis qu'il est au pouvoir, eh bien, il a baissé. Et donc, en termes fiscaux pour une société, la France est plutôt compétitive dans le sens où l'impôt sur les sociétés, comment il se calcule? Eh bien, jusqu'à 42 500 euros de bénéfice. Donc, bénéfice, hein, ce n'est pas du chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Pour rappel, le bénéfice ou résultat fiscal, c'est votre chiffre d'affaires auquel on va enlever eh bien, vos charges déductibles. Après, il y a des réintégrations fiscales parce qu'il y a des choses qu'on peut déduire comptablement mais qu'on ne peut pas déduire fiscalement parlant. Mais grosso modo, c'est votre chiffre d'affaires moins vos charges, c'est-à-dire tout ce que vous avez dû payer pour soutenir l'activité de la société. Ça vous donne un résultat et c'est ce résultat qu'on considère comme un bénéfice et qui va être soumis à impôt. Et ensuite, en fait, ce résultat, une fois qu'on a payé l'impôt qu'on doit dessus, eh bien, on a un bénéfice net et ce bénéfice net, on peut se le distribuer en dividende par exemple. Donc, en France, jusqu'à 42 500 euros, eh bien, on paye 15% d'impôt sur les sociétés. Et au-delà, donc la part au-delà des 42 500, on paye 25% d'impôt sur les sociétés. Au Luxembourg, c'est 15%, mais jusqu'à 175 000 euros. Et au-delà de 200 000 euros, on passe à 17%. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus intéressant si on génère du bénéfice. Mais on va voir plus tard que c'est peut-être pas l'idéal en fait de générer tant de bénéfices que ça. Toujours d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux dans notre situation. En Irlande, l'impôt sur les sociétés, lui, est de 12,5%. Donc c'est plus intéressant qu'en France. Et si vous êtes dans une activité qui a besoin de beaucoup de recherche et développement, là par contre, il y a un crédit d'impôt de 25%, auquel s'ajoute une déduction fiscale de 12,5%. Donc ça vous fait 37,5% d'avantage fiscal. Ça peut être très intéressant si vous êtes dans une société, par exemple de la tech, et vous investissez beaucoup en recherche et développement. Ça peut être intéressant de vous installer en Irlande pour cela. Ensuite, le champion en Europe, c'est la Hongrie. C'est rigolo parce qu'on n'en parle pas, mais l'impôt sur les sociétés en Hongrie est de 9%. Après, j'ai une amie en Hongrie et elle me disait que voilà, pour que les étrangers ouvrent une société là-bas, c'est un petit peu plus compliqué. La paperasserie, l'administration, il y a beaucoup de friction. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de cela. Mais voilà, en Hongrie, seulement 9% d'impôt sur les sociétés.
Et ensuite, si on veut aller plus loin, l'idée à laquelle on pense en premier, ça va être Dubaï. Dubaï, on commence à payer de l'impôt sur les sociétés à partir de 375 000 dirhams, donc ça fait 95 000 euros de bénéfices. Avant, on ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Et quand on commence à le payer, il est de 9%. Donc là, il y a quand même un joli avantage. Mais on va voir ensemble que ce n'est pas aussi simple que ça. Après, bien entendu, on peut encore aller plus loin. On peut aller à Hong Kong, on peut aller à Singapour, on peut aller en Malaisie. Ce sont des endroits où la fiscalité est plutôt avantageuse. Mais par contre, si vous avez une activité en France ou en Europe, là, il y a quand même peu de sens d'aller s'installer à l'autre bout du monde parce qu'il va falloir quand même faire des voyages pour aller faire les papiers, etc. Il va falloir avoir des contacts là-bas. Donc, ça complique peut-être un peu les choses. Donc, je me dirais à ce moment-là, bon, peut-être restons en Europe ou alors peut-être Dubaï, c'est moins loin. L'idée par contre, c'est de se dire, l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur le résultat, sur le bénéfice. Si on veut échapper à cet impôt-là, eh bien, on peut essayer de faire en sorte de ne pas faire de bénéfice. Et comment on fait pour ne pas faire de bénéfice ou minimiser son bénéfice, réduire son résultat? Eh bien, on peut tout simplement se verser des rémunérations, car les rémunérations viennent réduire le résultat. Ce sont des charges déductibles. Et donc, des fois, on se concentre un maximum sur essayer de minimiser notre imposition, alors que l'une des autres façons de faire, c'est de réduire la part qui va être imposable. L'idée étant que si vous augmentez vos rémunérations, votre salaire, ça va diminuer votre résultat, ça va diminuer mécaniquement votre impôt sur les sociétés. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'augmenter vos rémunérations, vos salaires, sachant qu'en plus, vous allez bien sûr payer des cotisations sociales, si c'est en France, mais ces cotisations sociales vous apportent une couverture sociale, et on n'est pas si mal en France. Vous pouvez aussi mettre même votre mutuelle à charge de votre société, et ça vient une fois de plus en charge réduire votre résultat. Donc vous pouvez vous prendre une mutuelle de folie et ne pas la payer en perso, et également vous cotisez pour la retraite. Alors peut-être que certains me diront oui, la retraite on va voir presque rien. Presque rien, c'est déjà mieux que rien déjà. Et comparer un petit peu avec ce qui se passe dans d'autres pays, une fois de plus, moi je préfère cotiser en France dans un système qui va quand même être relativement pérenne. Ça peut être changé, il peut y avoir encore des réformes, mais par rapport à d'autres pays, ça reste quand même plutôt intéressant et avantageux, même si bien sûr, ce n'est pas comme à l'époque de nos parents. Alors revenons maintenant un petit peu plus dans le détail à l'exemple de Dubaï. C'est un hub qui a attiré beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs sont installés là-bas. Et Dubaï, aujourd'hui, a bien sûr des conventions fiscales avec la France. Donc comment ça se passe si vous voulez vous installer à Dubaï ou si vous voulez monter votre société à Dubaï? Première chose à savoir, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers et il n'y a pas de cotisation sociale. Donc vous allez me dire, wouhou, c'est la fête. Ok, d'accord, c'est plutôt pas mal. Mais pour être résident fiscal à Dubaï, en perso, il faut y passer minimum 185 jours. Donc si vous devez être entre la France et Dubaï, ça veut dire que vous avez 2 logements, vous avez tout qui double, vous avez 2 factures d'électricité, vous avez des assurances pour les 2, etc. Donc est-ce que c'est vraiment le vrai jeu pour gagner justement cet argent en fiscalité? Vous allez avoir d'autres dépenses annexes en perso. Ou alors peut-être que vous êtes installé toute l'année à Dubaï et à ce moment-là, ça simplifie les choses, vous n'avez pas ces doubles dépenses et donc là, ça peut être intéressant. Une fois de plus, là, il faut vraiment voir quelle est votre situation et qu'est-ce qui correspond le mieux à votre situation. Donc si vous êtes résident fiscal à Dubaï, pas d'imposition sur le revenu. Par contre, si vous touchez des revenus que vous gagnez dans un autre pays, il va falloir se poser la question de justement la convention fiscale entre ces 2 pays et comment ça se passe. Si vous gagnez de l'argent en France, l'administration fiscale va vouloir quand même que vous payiez des impôts sur l'argent que vous gagnez en France. Si vous gagnez de l'argent à Dubaï, vous serez imposé à Dubaï à 0 sur l'argent que vous gagnez à Dubaï. Donc, une fois de plus, à prendre en considération et savoir d'où vient votre salaire, où est-ce que vous vivez. C'est pas si simple et il faut vraiment trouver la chose qui correspond le mieux à votre situation. Ensuite, si vous voulez domicilier votre société à Dubaï. Alors première chose, à Dubaï,
Il y a les free zones, qui sont l'équivalent de zones franches, donc il y a un allègement conséquent de la fiscalité. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le mainland, donc c'est si vous êtes installé ailleurs, hors d'une free zone. Alors, dans les free zones, la plupart du temps, on ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Par contre, pour être dans une free zone, il faut exercer son activité dans la free zone. Donc, si vous avez une activité offshore, c'est-à-dire que vous avez juste votre siège social à Dubaï, mais qu'en fait, votre activité, c'est peut-être une activité de commerce en Europe, eh bien là, ça ne va pas passer. Et les allègements fiscaux, même si vous êtes installé dans une free zone, eh bien, vous n'y aurez pas droit. Comme on l'a vu tout à l'heure, la fiscalité, l'impôt sur les sociétés est plutôt intéressant parce que jusqu'à 95 000 euros, on paye zéro. Mais une fois de plus, il faut se poser la question, ok, admettons, on fait 95 000 euros de bénéfices, super, on ne paye pas d'impôt dessus, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces bénéfices? Et c'est là où il faut aussi se poser la question, comment ça fonctionne pour sortir les capitaux, etc. Moi, j'ai un ami qui a une société à Dubaï, il est installé en Europe, et justement, il m'a parlé un peu de l'archaïsme des banques là-bas, et quand il veut bouger des capitaux, etc., se faire des transferts, des fois, c'est pas si simple, et des fois même, on l'appelle au téléphone pour lui dire de venir signer un papier, et il dit oui, mais je suis en Europe. Donc ça veut dire qu'il prend un billet d'avion pour aller là-bas, pour pouvoir signer un papier. Alors il me dit que ça s'améliore, mais que justement, il y a un peu ces archaïsmes dans le système bancaire. C'est peut-être que son expérience, hein. Moi, je n'ai pas d'expérience personnelle, donc je suis allé un peu chercher les infos autour de moi. Mais voilà, c'est une fois de plus quelque chose à prendre en considération, parce que si vous avez plein d'argent à Dubaï, mais que vous ne pouvez pas le sortir de Dubaï parce que vous voudriez le ramener en Europe, eh bien ça peut être problématique. Donc au final, est-ce que c'est vraiment intéressant de s'installer à Dubaï? Comme je le disais un peu plus tôt, tout dépend de votre situation. Si vous y vivez plus de 186 jours à l'année ou si vous y vivez toute l'année, ça peut être intéressant. Il faut se poser la question, est-ce que votre activité commerciale, eh bien, elle est internationale? À ce moment-là, Dubaï, c'est un hub formidable pour ça. Mais par contre, si vous vous installez à Dubaï, même si c'est pour plus de 186 jours pour avoir le statut de résident fiscal, et que vous avez votre société à Dubaï, alors que votre activité commerciale est en Europe, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que vous allez avoir plein de frais supplémentaires et donc ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez peut-être le perdre de l'autre. Et ça va vous rajouter aussi des complications, de la friction. Et également, vous allez devoir faire des allers-retours. Vous allez perdre du temps. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc, toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment avantageux pour moi? C'est avantageux certainement pour certains cas de figure, je ne dis pas le contraire, mais voilà, il faut se poser la question et prendre tout en considération. En coût supplémentaire également, on a besoin de conseils, on a besoin d'avocats là-bas. Ça peut être un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois, on ne fait pas les choses par nous-mêmes, mais on passe par quelqu'un, donc ça rajoute une fois de plus de la friction. Si on est prêt à passer au travers de cela, pas de problème. Comme je le disais aussi, les retours que j'ai, c'est que le système bancaire est un peu archaïque et il y a certaines choses qui sont un petit peu difficiles, un petit peu plus compliquées que chez nous, des choses auxquelles on se dirait, bon, boum, bam, pas de problème. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Alors, apparemment, ça s'arrange, mais à prendre en considération. Également, il va falloir avoir un sponsor. Si vous montez une société à Dubaï, et dans la plupart des cas, il va avoir 51% de la société, est-ce que vous voulez donner 51% de votre société à quelqu'un là-bas? Là, il faut quand même avoir un rapport de confiance. Et chaque année, eh bien, vous allez devoir payer une licence en fonction de votre domaine d'activité, du domaine d'activité de la société. Donc une fois de plus, ces coûts supplémentaires, cette licence supplémentaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond? C'est important de vous poser la question. Enfin, il faut aussi se poser la question, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, qu'en est-il de la retraite? Il faut quand même penser à ces vieux jours. Comment ça se passe? Est-ce que vous cotisez dans une caisse d'expatriés pour pouvoir avoir une retraite en France, etc. Et vu qu'il n'y a pas de cotisation sociale, eh bien, il va falloir payer pour une assurance sociale privée. Donc, une fois de plus, ce sont des coûts supplémentaires à prendre en considération quand vous vous dites « bon, je fais le grand saut, ça y est, je m'installe à Dubaï ». Donc, si vous voulez, que ce soit en perso ou en pro, c'est vraiment important de prendre l'image dans son entièreté et pas juste de se dire « mon but, c'est de payer moins d'impôts ». Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'impôt. Par contre, il faut voir à quoi il sert. En France, par exemple, les cotisations sociales que l'on paye sur nos salaires ou nos rémunérations, elles nous apportent une couverture sociale, elles nous apportent des avantages sociaux, elles nous apportent une retraite à l'avenir. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Bien entendu, on peut se dire qu'on paye trop d'impôts
Et à ce moment-là, c'est intéressant de faire jouer la concurrence. Pourquoi ne pas faire jouer la concurrence de la même façon que quand on essaye d'acheter quelque chose, on fait jouer la concurrence. Si on a cette capacité, ou alors qu'on est un peu nomade, on peut se dire, je vais faire jouer la concurrence entre les différents États. Mais se dire que la France, c'est pire que tout, je vous avoue que d'avoir un peu voyagé, d'avoir discuté autour de moi, on n'est pas si mal logé en France. Je vais vous expliquer un peu plus comment ça se passe pour moi, pour vous montrer comment on peut appliquer ces idées à un cas particulier. Aujourd'hui, je suis installé en République tchèque. J'étais entre la France et la République tchèque pendant 2-3 ans. Maintenant, j'ai acheté une maison en République tchèque avec ma femme et donc je suis installé ici officiellement. Comment ça se passe? J'ai appelé mon centre des impôts en France en leur disant, ben voilà, je m'installe officiellement en République tchèque, comment ça se passe? Ils m'ont dit, prochaine déclaration d'impôt, il faut que vous changiez votre adresse et que vous indiquiez que vous vivez en République tchèque. Et là, automatiquement, votre imposition va être reléguée entre les deux pays. Ils m'ont expliqué que ce que je gagne en France, ce sera imposé en France, ce que je gagne en République tchèque, ce sera imposé en République tchèque. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, avec ma société qui est basée en France, mon objectif, c'est toujours de minimiser, comme je vous l'ai expliqué, minimiser mon résultat pour payer le moins d'impôts sur les sociétés possible en maximisant ma rémunération. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis en SASU, mais je vais passer en URL. Et donc, plus on se paye, plus les cotisations sociales correspondantes, la part diminue. C'est-à-dire que quand on se paye un petit peu pour 1 euro qui arrive dans notre poche, ça coûte 46 centimes en plus à la société, donc 1,46 € au total. Et plus on augmente nos salaires, quand on arrive à 5 000 euros, on est plus vers 1,35, c'est-à-dire qu'on met 1 euro dans notre poche, mais en supplément à la société, ça coûtait que 35 centimes. Donc, toujours les vases communicants, se dire si je gagne un peu là, je perds un peu ici, et de la même façon, si je perds un peu ici, je vais gagner un peu là. Donc, qu'est-ce que je vais faire en France avec ma société? Je vais me payer des rémunérations, je vais me payer au moins le minimum du plafond de la sécurité sociale afin de valider mes 4 trimestres de retraite, parce que je vous avoue que la retraite en France, elle est mieux qu'en République tchèque. Comme ça, j'assure quand même mes arrières. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ça s'appelle un Nosoveche ici, donc c'est l'équivalent d'une micro-entreprise. Je vais monter une micro-entreprise ici, avec laquelle je vais facturer à ma société en France, ce qui fait que je vais avoir des revenus en République tchèque. De la même façon que dans une micro, on paye en gros sur notre chiffre d'affaires. Donc si je fais beaucoup, je vais payer un peu plus, et si je fais moins, je vais payer un peu moins. Par contre, ça me permet d'avoir une couverture sociale ici en République tchèque, parce qu'avant, quand j'étais entre la France et la République tchèque, j'allais chez le dentiste, je payais plein pot. Je faisais une prise de sang, je payais plein pot. Et ici en République tchèque, c'est encore l'État-providence pour tous les soins. Et donc, si on a une couverture sociale, on ne paye rien. Donc vous voyez, j'ai un peu l'avantage des deux mondes, c'est-à-dire qu'en France, je vais quand même cotiser pour ma retraite, je vais quand même avoir une couverture sociale, comme ça quand je suis en France, il m'arrive quelque chose, il n'y a pas de souci, je suis pris en charge, et je ne coupe pas complètement le cordon avec la France. Mais de l'autre côté, je vais aussi cotiser, payer en République tchèque, pour avoir ma couverture sociale, je vais aussi un peu cotiser pour une retraite, donc j'aurai peut-être un peu de retraite dans ce pays-là à l'avenir. Mais vous voyez, j'ai réussi à trouver un mode qui correspond à ma situation et qui me permet de gagner un peu sur les deux tableaux. Et comment je vais faire? Une fois de plus, j'en reviens à réduire mon résultat au maximum. D'un côté, je vais me payer des rémunérations en France, minimum le plafond de la sécurité sociale pour valider mes 4 trimestres de retraite. Après, on verra, je vais ajuster. Et de l'autre côté, je vais facturer à la société. Vu que je facture, ça réduit mon résultat. Ce sont des charges déductibles. Et donc, je vais arriver comme cela à minimiser mon résultat, ce qui fait que je vais payer très peu d'impôts sur les sociétés et je vais quand même réussir à sortir de l'argent pour moi des deux côtés, payer à chaque fois, bien sûr, mes cotisations sociales. C'est assez intéressant, le régime de la micro en République tchèque. C'est à peu près comme en France, mais on a une couverture sociale, il n'y a pas besoin de prendre une mutuelle en plus, etc. Donc, plutôt intéressant. Et donc voilà, ça me permet de jouer sur les deux tableaux et d'optimiser ma fiscalité sur les deux tableaux, sachant qu'en France, si je ne me paye pas trop, je vais payer 0 d'impôt, je serai dans la première tranche. Si je me paye un peu plus, je paierai à 11%.
Et en République tchèque, mon impôt sur le revenu, il sera prélevé directement quand je paye mes cotisations avec ma micro. Et donc à ce moment-là, je n'ai plus rien à payer à la fin de l'année. Donc j'espère que cette illustration vous donne un peu de perspective et que vous vous dites « Ah, en fait, ce n'est pas si blanc et noir que ça et ça dépend vraiment de ma situation ». Si vous êtes dans une situation particulière, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un peu plus bas et m'expliquer quels sont vos problèmes, quelles sont les questions que vous vous posez, et puis on peut peut-être voir quelle est la meilleure solution pour vous ensemble. En conclusion, je dirais que la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de se dire « je veux payer moins d'impôts ». Avoir une optimisation de sa fiscalité, ça doit être un moyen et pas une fin. Parce qu'il faut penser à l'image en entier et se demander qu'est-ce que j'ai, pourquoi, quels sont les avantages que j'ai, pour quel prix, en termes de temps, en termes de coûts, en termes de soucis, en termes de complications. Et en fait, arriver à un montage où on arrive à avoir les avantages qu'on veut et que la fiscalité et son optimisation soient un sous-produit de notre montage dont on puisse profiter, un peu comme le montage dont je viens de vous parler avec moi entre la France et la République tchèque. Et quand je parle d'avantages, il faut naturellement penser à votre couverture sociale, où vous soyez, il vous arrive quelque chose, c'est super important de pouvoir être soigné. Peut-être votre retraite, mais aussi comment fonctionnent les banques. Par exemple, en République tchèque, beaucoup de banques vous proposent des livrets, un peu comme notre livret A en France ou notre livret de développement durable, avec un taux garanti de 5%. Alors bien sûr, il y a un plafond, mais on peut les multiplier, on peut en avoir plusieurs dans différentes banques. Donc je me dis, mais plutôt que de m'embêter peut-être à monter une assurance vie pour aller chercher 5% avec une assurance vie un peu prudente en France, il vaut mieux que je mette mon argent en République tchèque, c'est garanti, je peux retirer quand je veux et il y a 5%. Donc une fois de plus, juste penser à la fiscalité, je ne pense pas que ce soit vraiment aborder le problème de façon pertinente. Et plus se dire, voilà, couverture sociale, comment fonctionnent les banques, quels sont les avantages que je peux avoir, etc., etc. Et essayer que justement de ce montage idéal, qu'en découle une optimisation fiscale qui puisse justement vous permettre d'alimenter vos projets parce que vous payez un petit peu moins d'impôts. Mais voilà, vous dire que votre but c'est juste de payer moins d'impôts, je pense que ça peut vous jouer des tours. C'est un peu comme ces Américains qui s'installent la moitié du temps à Porto Rico pour payer moins d'impôts, mais ils se retrouvent à faire des avions, ils ne voient pas leur famille, etc. Est-ce que vous voulez vraiment vous retrouver dans une situation comme celle-là? C'est intéressant de se poser la question. Et pour finir, si vous voulez un petit peu plus de perspective, mais aussi un peu plus de trucs et astuces, je vous invite à aller voir le site de Nomade Capitaliste. C'est en anglais, au pire, vous vous installez Chrome et vous pouvez traduire la page. Alors, leur service s'adresse à des gens qui ont au moins 500 000 de revenus chaque année ou qui sont millionnaires. Donc, bien sûr, ça peut être un service pour vous. Mais si vous n'êtes pas là, ils ont beaucoup d'articles, beaucoup de ressources. Ils font aussi des vidéos sur YouTube qui vont vous donner des trucs et astuces sur justement comment optimiser, c'est quoi votre but, pourquoi vous voulez faire ci, quelles sont les options, etc. J'ai écouté un podcast du fondateur, c'est très intéressant, sa vision des choses, comment il voit les choses. Et lui, son idée en fait, c'est d'avoir une triade, c'est-à-dire de passer un tiers de son année quelque part. Par exemple, l'hiver, là où le climat est doux. Ensuite, le printemps en Europe, parce que le climat est super agréable. Et puis ensuite, l'été, dans un endroit où les températures restent cool, mais où c'est pas non plus trop chaud. Et justement, ça, c'est son but, c'est de pouvoir vivre à 3 endroits différents. Et ce qui découle de cette stratégie, c'est qu'il n'est jamais plus de la moitié de l'année dans une de ces 3 destinations. Ce qui fait qu'officiellement, il n'est pas résident fiscal. Alors, il paye un petit peu d'imposition, mais justement, ça lui permet de réduire son imposition. Donc, une fois de plus, il y a plein de solutions différentes, mais ça dépend vraiment de votre situation à vous. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Je vous invite naturellement à vous inscrire, à appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Vous pouvez mettre un petit like, ça va me mettre le sourire. Moi, je me réjouis d'avance de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.